Merci beaucoup, Dr. Vallée, pour ma présentation. Effectivement, on est beaucoup impliqué dans la formation médicale continue et j'ai le plaisir de collaborer avec plusieurs programmes à la SSVQ. Et ce soir, j'ai un intérêt particulier pour le sujet de ce soir parce qu'on rencontre souvent en médecine familiale des patients avec insuffisance cardiaque, avec une fraction d'éjection qui est préservée. Alors, on va vous entretenir dans la prochaine heure là, sur ce sujet. Et pour ce faire, on a invité ce soir Dr. Luc Cormier. Dr. Cormier est cardiologue et travaille à la clinique de cardiologie Dumont au Nouveau-Brunswick, dans la ville de Dieppe, et travaille aussi au CHU, Centre hospitalier universitaire du Dr. Georges L. Dumont, également à Moncton. Donc, Dr. Cormier a fait ses études à l'Université de Sherbrooke. Il a fait sa résidence en cardiologie également à Sherbrooke et il est impliqué beaucoup dans des projets de recherche et dans des conférences de formation médicale au niveau de la formation médicale continue. Et ses services cliniques sont spécialisés en fibrillation auriculaire, perfusion en insuffisance cardiaque et clinique multidisciplinaire de lipides. Donc, très impliqué là, dans son département. Alors, Dr. Cormier, je vous cède la parole pour la présentation. Merci pour l'introduction. Avant de commencer, je voulais souligner un événement qui est survenu dans les derniers jours qui a ébranlé un peu la communauté de la cardiologie, je vais dire francophone. Le docteur Carl-Éric Gagné, qui est décédé il y a quelques jours, a certainement eu ses échos et a résonné jusqu'ici à Moncton. Je pensais approprié de le souligner, de sa générosité. Je l'ai rencontré à quelques reprises et je pense que les gens qui le connaissent ici vont témoigner qu'il s'agit d'une personne qui était extrêmement généreuse, intègre. Et je ne pouvais pas commencer aujourd'hui sans souligner son départ soudain qui nous a tous ébranlés. Alors, merci pour ça. On va donc commencer la présentation. Donc, j'aimerais d'abord dire que ça a été pour moi aussi un apprentissage de creuser à fond le sujet de l'insuffisance cardiaque à fraction préservée. C'est quelque chose qu'on savait, qu'on connaissait bien, ça faisait longtemps. Sauf que les particularités, comme on posait bien le diagnostic, puis finalement, les nouveaux traitements qui s'offrent à nous, c'est de la nouveauté. Et je pense que autant qu'on en a appris dans la dernière année, qu'on va en apprendre dans la prochaine année, on va certainement mieux approfondir puis mieux définir ce que ça veut dire. Donc, je suis certain que dans les prochains 2 ans, les éléments que je vais avoir à présenter aujourd'hui vont mieux se préciser. Donc voilà, dès la divulgation de mes conflits d'intérêts, surtout en lien avec des honoraires de consultation et de présentation. Donc, je vais donner un instant aux gens de bien les lire. Donc, sachez que aujourd'hui, c'est bien que c'est une présentation qui a été supportée par l'industrie. Je veux dire que moi-même, je n'étais pas au courant de ça. Alors voilà. J'aimerais aussi souligner qu'il y a certains des éléments que je vais discuter aujourd'hui qui n'ont pas été revus encore par Santé Canada. Donc, il y a des publications qui ont été faites dans les dernières semaines. Donc, prière de consulter les monographies canadiennes pour les agents respectifs qui seront discutées, car bien entendu, on va avoir des discussions sur des utilisations hors indication pour certains de ces agents-là. Donc, essentiellement, 45-50 minutes, ce que je vais vouloir faire, c'est définir les différents types d'insuffisance cardiaque, savoir comment bien diagnostiquer l'insuffisance cardiaque à fraction préservée et, bien entendu, le traitement. Donc, comment on distingue ou comment on définit d'abord les différents types d'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance cardiaque tout court? Donc, l'insuffisance cardiaque, c'est un syndrome clinique, on va se rappeler. Donc, c'est des symptômes ou des signes cliniques qui sont dus à des anomalies structurelles ou fonctionnelles. Puis, de la façon essentiellement qu'on les divise, les symptômes,
de dyspnée. C'est le plus classique, que ça va être la dyspnée à des efforts plus importants ou bien jusqu'à l'édème pulmonaire, donc en phase très aiguë. C'est un symptôme qui est très large, très vaste. Puis, dépendant de la population qu'on va avoir, notamment les personnes plus âgées, ils vont pas nécessairement se présenter avec un symptôme de dyspnée ni d'intolérance à l'effort, mais ils vont, pour plusieurs d'entre eux, définir ça comme une fatigue. Donc, la dyspnée et la fatigue sont vraiment les symptômes qui ont été qui sont les plus prévalents quand on parle d'insuffisance cardiaque à fractionation préservée spécifiquement. Bien entendu, la nouvelle orthopnée qui est hautement spécifique à l'insuffisance cardiaque, surtout je dis la nouvelle orthopnée et non pas l'orthopnée qui est plutôt chronique, où là ça peut être ça peut diriger vers des maladies pulmonaires de toutes sortes. Donc l'orthopnée, la DPN, là tout le gain pondéral qu'il faut surtout pas oublier, surtout dans l'insuffisance cardiaque, des gens qui ne présentent pas nécessairement de l'édème membre inférieur, ils peuvent avoir un tour de taille augmenté, donc ça se met tout dans le ventre, pas nécessairement sous forme d'acide, mais ça se manifeste avec un tour de taille augmenté, puis surtout, la façon que les gens vont le mesurer, c'est le gain de poids. Les signes cliniques, bien entendu, les classiques, donc les fameuses veines jugulaires distendues, les édèmes périphériques, jusqu'aux choses qui sont les plus évidentes, qui sont les crépitants et les B3. Les différentes anomalies structurelles qui peuvent être retrouvées, donc il y a la dysfonction systolique du ventricule gauche ou les pathologies valvulaires. Donc ça, ce sont les causes qui ne sont pas nécessairement dues à de l'insuffisance cardiaque à fractionation préservée proprement dit, mais plutôt l'hypertrophie ventriculaire gauche ou le remodelage du ventricule gauche, qui est une des caractéristiques, la dilatation de l'oreillette gauche en conséquence, puis les anomalies fonctionnelles. Là-dedans, on pourrait inclure l'ischémie myocardique aiguë, mais ça, c'est pas vraiment la forme d'insuffisance cardiaque dont on va discuter. La fibrillation auriculaire, qui est très prévalente dans l'insuffisance cardiaque à fractionation préservée, et toutes les manifestations échocardiographiques qu'on peut retrouver, donc la fonction diastolique et l'élévation de la PAP systolique. Ce que j'aimerais rappeler aussi, c'est que quand on a la congestion cardiaque, notamment de l'édème pulmonaire, c'est généralement une manifestation, surtout quand on parle de la mécanique ici, de l'édème pulmonaire, par exemple, ou de la congestion. C'est un phénomène à la base diastolique. Donc, la fraction d'éjection, qu'elle soit élevée ou qu'elle soit normale, quand la pression diastolique à la fin de la diastole au niveau du ventricule gauche est élevée, c'est ça qui se transmet essentiellement vers l'oreillette gauche, donc les pressions de remplissage élevées. Parce que l'oreillette gauche subit la pression du ventricule gauche quand la valve mitrale est ouverte, donc en diastole. Donc, encore une fois, je rappelle souvent à mes résidents, on fait de l'enseignement, que peu importe le scénario clinique, de l'insuffisance cardiaque décompensée cliniquement, surtout que l'édème pulmonaire, c'est une manifestation diastolique, peu importe la fraction d'éjection, et là qui se transmet de l'oreillette gauche aux veines pulmonaires, aux poumons, et ensuite à l'écho qu'on est capable de voir au niveau de l'artère pulmonaire, donc les signes d'hypertension pulmonaire, les signes de dilatation du ventricule droit, surtout dans les formes plus chroniques ou nettement plus sévères, qui peut mener des fois à des régurgitations trichypiennes que j'appellerais, qui sont sévères, fonctionnellement sévères. Donc, un ventricule droit qui est tellement dilaté à cause de la congestion. Essentiellement, on vide le patient et la régurgitation trichypienne sévère se corrige. Et évidemment, les signes de TVC augmentés puis d'édème périphérique. Donc, encore une fois, c'est une explication un peu simpliste, mais ce qui est central à tout ça, peu importe le phénomène clinique, c'est l'élévation de la pression télédiastolique du ventricule gauche, donc un phénomène diastolique qui mène à de la congestion pulmonaire. Peu importe un peu comment on essaye de faire le lien, ça mène à ça. Donc, cela dit, ça c'est une explication mécanique ou un jeu de pression, puis c'est beaucoup plus complexe que ça, l'insuffisance cardiaque décompensée. Notamment, ce qu'on reconnaît qui mène à de l'insuffisance cardiaque, c'est toute l'interaction entre le système artériel et le ventricule gauche, puis le système veineux et le retour veineux au niveau du cœur. Évidemment, les réservoirs de sang les plus importants probablement au niveau du système, il s'agit de la circulation splanchnique, donc
Donc, les intestins qui sont probablement le pool de sang le plus important dans notre système. C'est pour ça, notamment, qu'on fait un reflux hépato-jugulaire, mais vraiment le terme probablement le plus approprié, moderne, c'est le reflux abdominojugulaire. Parce que vraiment, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on pèse sur le ventre et ça amène une espèce de retour veineux. Je rappelle à mes résidents que justement, si quelqu'un devient vagal et on voudrait donner un retour veineux le plus important, le plus rapidement possible, c'est pas d'élever les jambes, mais c'est de peser sur le ventre qui serait peut-être le plus efficace. C'est pas très élégant, alors c'est pas quelque chose que je fais. Puis les infirmières ont souvent leur recette magique pour les réactions vagales avec les jambes élevées en l'air, puis la débarbouillette d'eau frette sur le front. Mais autrement que ça, je veux dire, on le reconnaît que c'est la circulation splanchnique qui est un pool veineux important. Et la raison, je vais le mentionner, c'est en lien avec la slide suivante. Donc, essentiellement, quand ça s'est mis sous pression, donc il y a un pool de sang qui est distribué à la circulation centrale, et à ce moment-là, dans les personnes généralement plus normales, cet excès-là est éliminé par les reins. Ce qui se passe, cela dit, en fait, avant de se rendre là, donc pour illustrer un peu ça, dans l'insuffisance cardiaque, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu démontrer ce phénomène-là en faisant un bloc du nerf splanchnique. Donc, essentiellement, le nerf splanchnique qui est associé avec un tonus vasculaire splanchnique, donc essentiellement une dilatation qui est menée, c'est-à-dire qui est causée quand on fait un bloc du nerf splanchnique. Ça, c'était démontré qu'essentiellement, ça cause une vénodilatation et une augmentation essentiellement du pool veineux. L'intérêt ici, c'est de dire que c'est un phénomène qui est actif. Puis, le corollaire que je fais avec ça, c'est par exemple le patient qui se présente, surtout les personnes âgées avec une dysfonction diastolique, qui se présente à l'hôpital avec une pneumonie. Des fois, on retrouve une pneumonie puis de l'édème pulmonaire en même temps. Puis là, on dit, voyons donc, comment ça se fait qu'il y a les deux choses en même temps? En fait, un des phénomènes qui l'explique, c'est justement, avec l'adrénergisme qui augmente dans le contexte d'une infection quelconque, il y a une vasoconstriction qui se fait de façon relativement systémique, notamment du côté veineux, retour veineux augmenté. Et là, à ce moment-là, si le cœur a une dysfonction diastolique, ne peut pas tolérer cet excès de volume-là, là, ça se manifeste par un édème pulmonaire. Puis ça, ce phénomène-là de bloc du nerf splanchnique, un bloc de nerf splanchnique, c'est fait en clinique, par exemple, des gens qui ont des douleurs abdominales importantes, par exemple, des cancers du pancréas. C'est ce qu'on a fait d'une série de patients et on voit que le wedge des patients diminue dans les minutes qui suivent le bloc. Donc, comme quoi, c'est pas juste une question de mécanique, c'est vraiment complexe, l'insuffisance cardiaque décompensée. Et puis, il y a plusieurs mécanismes qui mènent à une décompensation et des symptômes. Et on n'a pas tout appris à cet effet-là, puis peut-être qu'on va découvrir des nouveaux traitements en lien avec ces phénomènes-là dans les années qui vont suivre. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme anomalie structurelle du ventricule gauche, donc dans l'insuffisance cardiaque? Ce qu'on sait d'abord, c'est que l'insuffisance cardiaque à fraction d'injection abaissée représente à peu près 50% des admissions, des consultations à l'urgence pour de l'insuffisance cardiaque décompensée au Canada. Et l'autre se présente avec de l'insuffisance cardiaque à fraction d'injection préservée. Et la caractéristique, c'est bien entendu, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'injection abaissée, la dilatation de la cavité ventriculaire qui mène à la longue avec une fraction d'injection qui s'abaisse, puis des pressions de remplissage, mais surtout des volumes augmentés. Donc ça, c'est une espèce de continuum qui est différent, puis une adaptation qui est différente que la fraction d'injection préservée, où là, c'est un petit ventricule avec des parois plus épaisses, puis des pressions de remplissage qui sont élevées. Donc, comment qu'on définit tous ces spectres-là? Maintenant, la définition la plus largement utilisée et universelle, c'est celle-ci. Donc, l'insuffisance cardiaque avec fraction d'injection réduite, donc c'est une fraction d'injection en bas de 40%. Fraction d'éjection préservée, c'est au-dessus de 50%. Et entre les deux, c'est fraction d'injection légèrement réduite, ou comme les Anglais diraient, mid-range, ou HFMREF, qui est le 40 à 50%.
Si un patient a une fraction d'éjection bas de 40% et il y a une amélioration, on n'appelle pas ça la fraction d'éjection préservée, mais plutôt la fraction d'éjection améliorée. Et ça, cette population-là, il y a une espèce de mélange, mais ça devient pertinent pour les suites qui s'en viennent, pour les différents traitements qui sont offerts. Donc, comment on diagnostique l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée? D'abord, je pense que c'est important de reconnaître que la présentation clinique peut être extrêmement variable. OK? Il y a le phénomène très évident qui est l'édème pulmonaire puis la congestion systémique qui est extrêmement facile à reconnaître à la salle d'urgence ou durant une hospitalisation. Donc ça, c'est les plus évidents. L'autre qui est peut-être subclinique, mais relativement suggestif d'insuffisance cardiaque, c'est des épanchements pleuraux, surtout ils sont bilatéraux. Il faudrait fortement suspecter l'insuffisance cardiaque, même si il n'y a pas de grosse désaturation, etc. Les plaintes de dyspnée, donc ça, c'est probablement les plus difficiles. Puis une qu'on voit que je vois pas rarement, c'est l'utilisation du furosémide. Puis le furosémide, je veux dire, il y a pas 15 000 indications appropriées pour le furosémide. J'en vois beaucoup de gens qui prennent du furosémide pour des varices. Et puis, il n'y a pas nécessairement d'insuffisance cardiaque. Mais des fois, justement, c'est un signe que le patient a de l'insuffisance cardiaque. Puis on a comme dit qu'on allait mettre ça pour patcher. Mais finalement, oui, cette personne-là a de l'insuffisance cardiaque. Donc, pour moi, c'est un red flag quand je vois quelqu'un sous furosémide qui n'a pas eu de diagnostic d'insuffisance cardiaque. Il faut se poser la question pourquoi. Donc, d'abord, ça revient à la dyspnée. Donc, c'est généralement le symptôme le plus commun, surtout sur une base ambulatoire. Donc, c'est important d'essayer de définir certains éléments de la dyspnée. Donc, la durée de l'évolution, si ça fait 5 ans que c'est d'évolution, si ça fait depuis quelques semaines seulement. Puis, qu'est-ce qui déclenche la dyspnée? Donc, l'orthopnée ou la DPN nouvelle, c'est sûr que c'est hautement suggestive. À l'effort immédiat versus à l'effort après quelques minutes. Puis, je le dis généralement à mes patients puis les résidents, je dis, si un patient se lève de sa chaise puis il marche 4 pas puis il est essoufflé, par exemple, ça, c'est probablement pas le patient à référer pour une épreuve d'effort parce que si on veut rechercher pour de l'ischémie va généralement arriver après un effort physique d'au moins plusieurs secondes, là, au moins 30-60 secondes. Alors que s'il fait quelques pas de la salle d'attente ou d'une chaise à une autre puis il est essoufflé, probablement qu'il faut regarder ailleurs. Puis peut-être justement que l'insuffisance cardiaque, ça pourrait être une possibilité. Les gens qui se penchent, qui sont essoufflés, c'est bien décrit. On appelle ça, les Anglais ont appelé ça de la bendapnea, donc bend pour se pencher, bendapnea. Et effectivement, les gens qui ont de l'insuffisance cardiaque moins bien compensée, subclinique, c'est bien décrit ce phénomène-là et quand on fait une diurèse à ces patients-là, les symptômes s'améliorent, mais il y a aussi les personnes qui sont juste trop gros puis qui se penchent pour attacher leurs souliers. Donc, faut essayer de caractériser un peu les symptômes du patient. Je pense que ça peut orienter pour les étapes subséquentes, notamment l'investigation. Donc, ici, ça c'est l'algorithme qui est tiré du guide d'insuffisance cardiaque canadien, donc d'évaluer les différents symptômes avec l'examen physique pour voir est-ce qu'on a des signes vraiment qui dirigent vers de l'insuffisance cardiaque et qui mènent aux investigations subséquentes. Là où moi je suis peut-être un peu moins d'accord avec la Société canadienne de cardiologie, puis ça, j'en suis convaincu que ça va être appelé à changer dans les prochaines itérations, c'est en fait l'intégration du BNP beaucoup plus précocement. Les Européens, eux, ont le BNP dans l'investigation initiale, surtout quand c'est approprié. Là, donc, évidemment, si c'est un patient qui semble avoir d'autres pathologies, il ne faut pas nécessairement faire des BNP pour rien, mais vous comprenez que on en connaît beaucoup plus sur l'utilisation du BNP sur des phases ambulatoires, puis je pense que ça devrait être utilisé précocement parce qu'on n'a pas des millions de ressources pour voir et revoir des patients, puis je pense que d'intégrer ça plus tôt, c'est parfaitement approprié. Donc, on suspecte de l'insuffisance cardiaque. Voici des facteurs de risque pour de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, donc l'âge avancé des femmes, l'obésité. Les plus importants sont probablement, bien entendu, l'âge avancé. En fait, la fibrillation auriculaire puis l'HVG.
Mais on reconnaît aussi que sans être nécessairement une cause de l'insuffisance cardiaque à fracture préservée, il y a beaucoup de gens qui ont des comorbidités qui sont associées avec ce syndrome-là, notamment le diabète ou la MPOC. Donc, c'est des choses qui supportent ou qui pourraient suggérer ces entités-là d'insuffisance cardiaque en présence de symptômes d'abord non spécifiques pour essayer d'orienter la suite. L'électrocardiogramme, donc si on voit d'abord un ECG avec un bloc de branche gauche, c'est sûr que c'est hautement suggestif d'insuffisance cardiaque avec les symptômes appropriés. Je vais dire, un bloc de branche gauche devrait vous faire signaler non pas de l'insuffisance cardiaque à fracture préservée, mais probablement même à fracture abaissée. Donc ça, c'est sûr que quand on fait une requête pour une échographie cardiaque par la suite, puis on met au cardiologue qu'il y a un bloc de branche gauche qui est nouveau, je veux dire, je pense que pour la priorisation de l'échographie, je pense que tout cardiologue va reconnaître ça comme étant un élément qui augmente les chances de trouver quelqu'un avec une maladie peut-être un peu plus grave qu'on pourrait se l'imaginer à la base. Bien entendu, l'hypertrophie ventriculaire gauche, qui est un facteur de risque important pour l'insuffisance cardiaque à fracture préservée, puis surtout qu'on a un pattern de strain dans les dérivations latérales, donc pas juste les grands voltages, mais des inversions de l'onde T qui sont associées avec ça. Ça, c'est hautement suggestif avec les symptômes appropriés. Donc, on suspecte toujours de l'insuffisance cardiaque selon le guideline canadien, mais c'est là où il y a un rôle pour le BNP ou le NT-proBNP. Si c'est disponible, et maintenant, je veux dire de plus en plus, la plupart des juridictions au Canada ont accès. Ou sinon, l'échocardiogramme qui va probablement, potentiellement mener à ça. Donc, encore une fois, quand on a un BNP qui est très élevé et qu'on remplit une requête d'échographie cardiaque à un cardiologue, c'est sûr que quand on voit des BNP à 1000, ça va être très... Ça va être très convaincant de probablement prioriser une échographie cardiaque. Donc, c'est des renseignements parfois qui peuvent être utiles. Là. Parlons un peu de BNP. Donc, le BNP, là, ce qu'il faut comprendre, c'est les cut-offs, ça dépend de c'est qui a fait l'étude. OK? Donc, puis quelles sont les populations? Essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est le plus bas qui sont, le moins de chances qu'il y a de l'insuffisance cardiaque, puis le plus haut qui sont, le plus élevé qui sont. Que c'est de poser le diagnostic. Maintenant, selon est-ce que le patient est d'une phase ambulatoire ou une phase aiguë, selon des chiffres européens, voici des cut-offs qui peuvent être utilisés pour éliminer l'insuffisance cardiaque. Donc, en bas de ça, c'est hautement improbable. Au Canada, dans notre guideline canadien, voici des chiffres que l'on nous propose. Et selon un autre set d'études, voici d'autres chiffres. Donc, essentiellement, faut pas nécessairement retenir un certain niveau de chiffre, mais plutôt de reconnaître qu'il y a un gradient de risque. Les deux éléments qui sont un peu probablement qui influencent le plus les chiffres, qui sont pas en lien avec l'insuffisance cardiaque, il y en a un, c'est le poids. Donc on sait que les personnes obèses peuvent avoir des BNP normaux et très bien avoir de l'insuffisance cardiaque compensée ou décompensée, mais surtout même compensée. Donc, normalement, les insuffisances cardiaques compensées vont quand même avoir des BNP qui vont être un peu plus élevés. Mais surtout chez les personnes obèses, des fois, ça, comme on dit, c'est un pitfall et faut le garder en tête. Et l'autre élément, en fait, c'est la fibrillation auriculaire. Donc, la fibrillation auriculaire, on reconnaît que probablement que c'est à peu près, en termes d'équivalence c'était ton rythme sinusal versus son FA, la personne en FA, toutes choses étant égales, on va s'attendre qu'il y ait un BNP 3 fois plus grand. Ça, autant NT-proBNP que le BNP. Donc, sachez que la FA n'a pas les mêmes critères pour l'insuffisance cardiaque selon la présence ou pas de FA. Donc, essentiellement, quels sont les éléments cliniques qui sont requis pour poser le diagnostic? Donc, ça prend des signes et symptômes avec des anomalies structurelles ou fonctionnelles. Donc, et corroboré par un des deux éléments ici. Donc, soit l'élévation des BNP ou une évidence objective de congestion pulmonaire ou systémique cardiogénique. Donc, essentiellement, moi, je reconnais que ça, c'est peut-être plus
pour les insuffisances cardiaques subcliniques dans la communauté, alors que des fois, l'évidence de congestion pulmonaire et systémique sont pas évidentes en communauté, et là, c'est peut-être plus les présentations dédiées pour l'urgence. Sachez que le BNP corrèle très bien avec le risque d'être hospitalisé pour l'insuffisance cardiaque et le taux de mortalité, peu importe si la fraction d'injection est réduite ou abaissée. Et la corrélation est, comme vous voyez sur ce graphe-là, est assez éloquente. Donc, plus haut que le BNP, moins bon est le pronostic du patient, en général. Parlons un peu d'échographie cardiaque pour situer les gens. Donc, qu'est-ce qu'on regarde comme éléments les plus marquants, mettons, pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'injection préservée? Donc, d'abord, il y a la cavité du ventricule gauche. Donc, est-ce qu'il y a une hypertrophie ventriculaire? Parfois, la masse indexée ne va pas être augmentée, mais les parois vont être plus augmentées, puis c'est comme si que le cœur est comme plus petit de l'intérieur. Donc, ça, on appelle ça un remodelage concentrique. Puis, sur les rapports d'écho, c'est souvent rapporté comme le RWT, donc le ratio de la paroi sur la cavité, donc plus que 0.42, ça c'est hautement suggestif. Puis ça va avec l'insuffisance cardiaque à fraction d'injection préservée avec le reste, donc c'est un facteur de risque pour sûr. Le ventricule gauche, évidemment, il y a la fraction d'éjection, donc ils ont une fraction d'éjection plus que 40%. Et ce qui s'en vient de plus en plus populaire, c'est l'étude de strain. Donc, selon la classification de la maladie, on peut même diagnostiquer certaines formes de cardiomyopathie restrictive selon le profil de strain, notamment le pattern 3 sur le Sunday pour l'amyloïdose cardiaque. Mais même dans l'insuffisance cardiaque, il n'y aurait pas de lien avec l'amyloïdose cardiaque. Ce que ça fait, l'étude de strain, c'est que ça fait un peu le Doppler qu'on fait de la paroi latérale du ventricule, mais ça le fait de façon pas linéaire. Essentiellement, il y a comme moins de risque d'erreur avec une étude de strain. Cela dit, on est au début, puis les strains longitudinaux qui étudient ça, il y a des chiffres qui sont rapportés. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire parce qu'il y a d'autres causes qui peuvent donner ça, mais sachez qu'éventuellement, je pense qu'on va avoir des critères de strain beaucoup plus solides que qu'est-ce qu'on a maintenant, puis qui vont supplanter, selon moi, les études de Doppler latéral des parois latérales qu'on rapporte. Il y a les paramètres diastoliques, donc le ratio E sur A, donc le remplissage passif, le remplissage actif, où on grade la dysfonction diastolique. Les pressions de remplissage au niveau de l'oreillette gauche sont rapportées par le ratio E sur E'. Et quand ça s'est élevé plus de 15, c'est hautement suggestif de pression de remplissage élevée d'insuffisance cardiaque. Une des conséquences, justement, de la pression qui augmente au niveau du ventricule gauche, c'est en fait la dilatation du ventricule gauche. Donc, l'oreillette gauche dilatée, c'est souvent comme un critère qui est utilisé pour les études, pour justement inclure les patients dans les études d'insuffisance cardiaque à fraction d'injection préservée. Le Doppler tricuspidien, donc essentiellement quand il y a des signes d'hypertension pulmonaire et quand la TVC échographique est augmentée, encore une fois, ça supporte l'insuffisance cardiaque à fraction d'injection préservée. Les Européens sont venus avec un score qui est très intéressant, que je pense qu'il va faire du chemin. Un score qui mène un peu à un diagnostic d'insuffisance cardiaque à fraction d'injection préservée. Puis les éléments du score que j'ai copiés là de leur étude, selon si c'est un critère majeur ou mineur, donc l'étude fonctionnelle sur l'étude essentiellement sur le Doppler de la paroi latérale, comme j'ai mentionné, la morphologie de l'oreillette gauche et du ventricule gauche, les biomarqueurs et les biomarqueurs en sinusale ou en fibrillation auriculaire qui ont des critères différents, qui peuvent mener à un diagnostic d'insuffisance cardiaque à fraction d'injection préservée ou même des stress tests diastoliques qui vont devenir éventuellement de plus en plus populaires. Un écho ici, par exemple, d'un patient qui a une fraction d'injection abaissée, donc ça devient relativement clair que ce patient-là a un pronostic beaucoup moins bon. Mais on peut avoir un patient qui a une fraction d'injection très, très normale ici, avec des parois qui sont plutôt épaissies, un ratio RWT, comme j'ai dit, de 0.42 ou plus élevé, avec une masse indexée augmentée. Lui, la fraction d'injection est normale, mais regardez le taux de BNP de mon patient. Il y avait 1798. Il y avait des réadmissions récurrentes pour insuffisance cardiaque à fraction d'injection préservée. Mon patient, malheureusement, dans les quelques derniers mois, il est mort. Il est mort d'insuffisance cardiaque diastolique.
Et parce que c'est, malgré tout, pas aussi mortel que de l'insuffisance cardiaque à franco-injection ABAC, mais quand même, on sait que le pronostic de ces patients-là sont moins bons. Donc, parlons de traitement, puis je peux jamais m'arrêter de parler de traitement d'insuffisance cardiaque sans montrer cette slide-là. Je veux dire, j'essaye de rappeler, par exemple, à nos résidents, quand on parle d'insuffisance cardiaque, que le but, c'est pas de rendre le patient euvolémique, OK? Oui, bien entendu, on veut pas qu'il suffoque, mais on veut plutôt traiter les causes de base. Puis de mettre des garrots, ou essentiellement pour moi la même chose, de faire ça, qui est de réduire le retour veineux, donner du Lasix, ça ne traite pas les causes de base, ça fait juste gérer les symptômes. Puis on le sait que l'apparition des symptômes puis le gain pondéral, c'est quelque chose qui arrive plus tardivement dans le phénomène de la pathophysiologie de la congestion et de l'hospitalisation. En fait, on remarque que les pressions de remplissage commencent à s'élever bien avant, il y a des changements autonomiques, et tout ça, c'est des choses qui sont modulées, non pas par le gain pondéral, mais plutôt par, des phénomènes physiologiques qui mènent à une décompensation, et c'est de jouer sur ces éléments-là. Puis quand on parle d'insuffisance cardiaque à franco-injection ABAC, ben c'est essentiellement ce qu'on fait. On joue sur le système rénine-angiotensine-aldostérone. On joue sur le système maintenant AVP ou si on veut du BNP, OK? On joue sur les systèmes sympathiques avec les bêta-bloqueurs et la fréquence cardiaque. Depuis un certain temps, on joue sur les systèmes qui sont en lien avec les inhibiteurs de la SGLT2 pour finalement traiter la cause sous-jacente et pour pas qu'il y ait de congestion qui essentiellement, ça ici, c'est les diurétiques, et ça, tout ce qui mène à l'utilisation de diurétiques, c'est les autres piliers du traitement de l'insuffisance cardiaque, qui sont les ISCA ou le ARNI, donc l'Entresto, les bêta-bloqueurs, les ARM, donc essentiellement spironolactone et plérinone, et maintenant les inhibiteurs de la SGLT2. Donc, essentiellement, ça, c'est le guideline canadien qui a été en fait repris, c'est presque une copie conforme. Le guideline européen, ça ressemble beaucoup au guideline canadien avec les 4 piliers de base. Ça, on parle de franco-injection réduite. Qu'est-ce qu'on a maintenant en franco-injection préservée? Donc, voici les grandes études qui ont été tentées avec les différents agents, donc le candesartan sur les différentes issues cliniques, donc hospitalisation pour insuffisance cardiaque et décès cardiovasculaire, digoxin, perindopril, irbesartan, spironolactone et sacubitril/valsartan, donc Entresto, dans l'insuffisance cardiaque à franco-injection préservée. Puis je dirais que on peut regarder à certains peut-être sous-groupes de ces études-là, mais dans l'ensemble, les essais cliniques ont été largement négatifs dans l'atteinte de leur issue primaire. Jusqu'à ce qu'arrive l'étude Emperor Preserve. Donc, l'étude Emperor Preserve, c'est une étude où on a des patients avec franco-injection préservée, donc qui a été définie dans l'étude, plus que 40%. Donc, l'autre population qui n'a pas été servie par Emperor Reduced, qui était moins de 40%. Donc, c'est les patients avec de l'insuffisance cardiaque chronique, NYHA 2/4, qui ont été randomisés à de l'empagliflozine versus placebo. Et l'issue primaire, c'est la même issue primaire qui a été utilisée dans les études d'insuffisance cardiaque avec franco-injection ABAC, que ce soit avec l'Entresto, les bêta-bloqueurs, etc. Donc, c'est le décès cardiovasculaire et une première hospitalisation pour de l'insuffisance cardiaque avec les issues secondaires telles qu'on le voit là. Donc une première hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque ou les récurrentes, puis la progression de l'insuffisance rénale. Les patients qui ont été inclus dans l'étude, donc c'est des patients plus de 18 ans, classe fonctionnelle, comme j'ai dit, 2 à 4, franco-injection plus de 40%, et avec des NT-Pro et BNP, donc pas de BNP, mais plutôt NT-Pro-BNP spécifiquement, de plus de 300 sans FA, puis comme je vous ai dit, on dit qu'avec la FA, c'est à peu près multiplicatif par 3, donc plus de naissance de la FA, avec des changements structuraux, confirmés à l'écho, puis les plus importants, qui les plus rapportés, c'est vraiment le volume de l'oreillette gauche qui est augmenté ou de l'hypertrophie ventriculaire gauche ou de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque décompensée dans les 12 mois qui ont précédé la sélection de l'étude. Les critères d'exclusion incluent des patients qui étaient, je dirais, plutôt malades, les insuffisances cardiaques aiguës décompensées au moment de l'inclusion dans l'étude,
Et surtout, les GFR en bas de 20 ou nécessitant une dialyse, ça, c'est des patients qui ont été exclus. L'âge moyen des patients de l'étude était de 72 ans. Les autres choses importantes, je pense, à regarder, c'est comment c'était départagé en termes de fraction d'injection. Donc, c'est à peu près un tiers, entre 40 à 50, 50 à 60 et plus de 60% de fraction d'éjection, peu importe le sous-groupe. Le NT-proBNP moyen était proche de 1000 et la plupart étaient en classe 2. Il y a une large proportion de patients qui avaient un GFR en bas de 60 et quand même une petite proportion qui avait eu de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans les 12 mois précédant l'inclusion dans l'étude. Et c'était pas mal 50-50 pour les patients qui se présentaient avec une FA au moment de la randomisation. Des patients, si vous voyez, qui étaient quand même relativement bien traités au moment de leur inclusion dans l'étude. Puis, comme vous en doutez, l'issue primaire, qui était le composé de décès cardiovasculaire ou d'insuffisance cardiaque, était statistiquement significatif. Donc, on a une réduction du risque relatif de 21%, qui colle en fait tout à fait bien avec ce qu'on avait dans les études à fraction d'injection réduite. En termes de risque relatif, risque absolu diminué de 3,3%, ce qui nous donne un NNT sur une période de 26 mois seulement de 31. Donc, quand même, je veux dire, je pense que l'histoire qu'on a eue depuis MPAREG Outcome, où on avait le signal que moi, au début, je vais être honnête, que je croyais pas. Je veux dire, ça se confirme la réduction pour le traitement de l'insuffisance cardiaque avec des patients en fraction d'injection réduite et maintenant même en fraction d'injection préservée. Le bénéfice clinique est apparu relativement précocement, au jour 18. Donc, c'est pas un effet qui vient après X nombre de temps. Et pour l'issue secondaire, donc qui était première hospitalisation pour insuffisance cardiaque et les récurrentes, ça aussi, c'était diminué par une magnitude relativement importante, donc de 27%. Si on divise les issues primaires ou les composantes des issues primaires, donc hospitalisation pour insuffisance cardiaque et décès cardiovasculaire, c'est sûr qu'on ne donne pas la p-valeur, mais on voit ici que le décès cardiovasculaire, bien qu'il y en a moins, croise le 1, mais donc l'issue primaire est surtout drivée pour la réduction de l'insuffisance cardiaque, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, ici, tel qu'on le voit ici. Cela dit, c'est une étude de 2 ans. Puis pour réduire la mortalité cardiovasculaire sur une période de 2 ans dans cette population-là, moi, personnellement, je ne suis pas très surpris que l'effet ait été modeste sur la mortalité sur une période de 26 mois. En général, les patients se sentaient mieux comparativement au placebo. Donc, le score KCCQ, là, quand il diminue d'à peu près 5, généralement, on dit que c'est cliniquement significatif. Bon, les patients sous placebo ont aussi amélioré, mais somme toute, très certainement, les patients se sentaient du moins mieux après la randomisation dans l'étude. Puis, si on regarde les manifestations indésirables, ben les colonnes sont beaucoup plus similaires que différentes. Je dirais que peut-être celles-là qui peut-être sont plus d'intérêt, c'est peut-être celles-là, donc l'acidocétose euglycémique puis les événements hypoglycémiques qui étaient essentiellement, peu importe si les patients diabétiques ou non diabétiques ici, sont pas mal comparables en fait, puis très peu d'acidocétose euglycémique, très très rare ici. Donc, basé là-dessus, l'indication canadienne pour le produit Jardiance, donc l'empagliflozine, a été mise à jour le 6 avril 2022. Donc, Santé Canada a posé l'indication. Donc, c'est indiqué pour les adultes. On appoint un traitement standard pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, point. Donc, ça ne dit plus à insuffisance cardiaque, à fraction d'injection abaissée comme avant, mais pour l'insuffisance cardiaque, point. C'est ça la nouvelle monographie basée sur ces données-là. Maintenant, ce n'est pas juste un effet de chance. On l'a vu dans une autre étude maintenant, ce résultat-là, ou résultat relativement similaire, avec Deliver, donc l'étude avec la dapagliflozine qui vient d'être publiée il y a quelques semaines seulement, essentiellement qui ont randomisé des patients, encore une fois, fraction d'éjection plus de 40%, classe fonctionnelle 2, qui étaient sous traitement depuis au moins 6 semaines, NT-proBNP élevé, GFR plus que 25
Et il incluait aussi des patients qui étaient hospitalisés pour de l'insuffisance cardiaque, mais pour lesquels on venait de cesser la thérapie intraveineuse, donc le Lasix intraveineux depuis plus de 24 heures, pouvait être inclus directement dans l'étude. L'issue primaire, encore une fois, donc c'est mortalité cardiovasculaire puis événement insuffisance cardiaque décompensée, donc qui inclut une visite urgente pour de l'insuffisance cardiaque, mais qui n'a pas nécessairement besoin d'être hospitalisé dans cette issue-là. Donc, l'âge moyen est très similaire avec l'étude avec l'empagliflozine. Encore une fois, des GFR qui sont moins que 60 à une certaine proportion, des GFR aux alentours de 60 en moyenne, fraction d'éjection abaissée dans le passé qui représente à peu près 20% des patients ou un sixième des patients dans l'étude, à peu près encore une fois 50-50, donc 56% des patients avec de la fibrillation ou flotteur auriculaire à l'inclusion dans l'étude. Et encore une fois, presque un tiers de fraction d'éjection entre 40 à 50, 50 à 60 et plus de 60. Donc, beaucoup plus similaire que différent comme étude, c'est-à-dire des caractéristiques de base, avec des NT-proBNP, encore une fois, qui sont élevés tel qu'on le montre là. Des patients bien traités, avec des traitements relativement communs pour ce genre d'indication, de pathologie. Puis en fait, encore une fois, des résultats que je dirais qui sont davantage similaires que différents avec l'étude avec l'empagliflozine. Donc, l'issue primaire qui est positive avec une réduction du risque relatif de 18%, alors que je pense qu'on avait 20% ou proche, là, je ne me souviens plus. Moi, le chiffre que je cite à mes patients, c'est 20%, ça ressemble essentiellement à ça. On avait 3,3% de réduction de risque relatif, là on a 3,1%, un NNT encore similaire et un suivi clinique qui était, je pense, un petit peu plus long, d'une durée moyenne ici. Si on départage un peu les différentes composantes de l'issue primaire, encore une fois, la mortalité cardiovasculaire, elle croise le 1 dans l'intervalle de confiance, mais certainement du bon côté. Encore une fois, peut-être une étude un petit peu trop courte, mais essentiellement, tout va dans le bon sens. Puis, surtout, drivé par la réduction des événements pour insuffisance cardiaque décompensée ici. Peu importe si on regarde les différents sous-groupes, tant les diabétiques, ceux avec les différentes fractions d'éjection, on ne voit pas qu'il y a d'interaction entre les différents sous-groupes. Il n'y a pas nécessairement de sous-groupes qui en bénéficient plus que d'autres dans ces données-là. Et ceux qui avaient un antécédent d'avoir une fraction d'éjection bas de 40% dans le passé, eux autres non plus, il n'y a pas de différence. Donc, les deux sous-groupes de patients qui ont eu une fraction d'éjection abaissée ou pas dans le passé bénéficient de façon similaire. Le nombre d'événements indésirables qui ont mené à l'arrêt définitif du traitement est extrêmement faible comparable au placebo au total. Et on voit encore une fois qu'on a des événements extrêmement rassurants, des événements hypoglycémiques majeurs, acidocétose diabétique. Regardez les chiffres sur le nombre de patients, je veux dire, c'est extrêmement rare. Donc, ce qui est intéressant, puis ça, cette analyse-là a été publiée avec les données de la dapagliflozine. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un graphe de la fraction d'éjection et du risque d'issue primaire, qui est mortalité cardiovasculaire ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque, selon la fraction d'éjection. Puis regardez que le hazard ratio, donc la protection de la dapagliflozine, est davantage comparable à travers toutes les différentes fractions d'éjection. Ça, ici, c'est un risque relatif. C'est sûr que le risque absolu, probablement, est beaucoup plus grand dans ce range-là ici, où les événements cardiovasculaires sont beaucoup plus dramatiques et importants. Mais sachez qu'au total, en termes de risque relatif, c'est très comparable. Donc ça, c'est intéressant et ça nous clôt un peu l'histoire de l'insuffisance cardiaque où, justement, ça a un rôle dans à peu près n'importe qui se présente avec un tableau clinique. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de la plausibilité biologique parce que c'est bien beau d'en parler, mais je pense que comme docteur, on veut comprendre pourquoi ça marche. Puis je vais toucher à quelques points vraiment brièvement. Donc,
évidemment, on reconnaît, là, surtout au niveau du rein, on élimine le sodium, puis ça, on sait que c'est central dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, mais on reconnaît aussi d'autres effets systémiques ou de la physiologie cellulaire de la cellule du cœur, dont je vais toucher, qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui mènent finalement peut-être à une meilleure compréhension pourquoi ça fonctionne si bien. Donc ici, c'est un peu une diapo de l'effet au niveau du rein. Donc, essentiellement, l'inhibiteur de la GLT2 vient bloquer le récepteur de GLT2 qui mène à effectivement une livraison de sodium dans le tubule distal qui augmente et qui a un effet de vasoconstriction de l'artériole efférente qui en fait et une vasodilatation de l'artériole efférente qui en fait va être bénéfique, un peu comme d'autres mécanismes, mais un peu différent. Un ISA va fonctionner un peu différemment, là, va mener à une vasodilatation de l'artériole efférente, mais la différentielle va être davantage similaire à un ISA que pas. Donc, on comprend cette physiologie-là, mais qu'est-ce qu'il en est du cœur? Ici, c'est en fait une slide qui parle des sirtuines. Donc, c'est quelque chose que je connaissais pas, puis que je peux pas dire j'ai fait des longues lectures, sauf que, par exemple, on sait que le gras épicardique a un effet direct sur le volume télédiastolique du ventricule gauche et la pression télédiastolique du ventricule gauche, et l'effet des inhibiteurs de la GLT2 qui va réduire le gras au niveau épicardique. Sans comprendre toute la physiologie derrière ça, il va avoir un effet à ce niveau-là. Donc ça a un effet peut-être, je pourrais dire, mécanique, des phénomènes qui sont pas juste mécaniques, mais liés à, par exemple, tous des mécanismes liés à la leptine, mais aussi de l'activation des sirtuines qui ont un effet décrit pour la physiologie cardiaque au niveau de l'effet des inhibiteurs de la GT2 sur le cœur. Je vais skipper cette slide-là, mais si jamais vous voulez, ça c'est un peu le loop ou l'interaction entre le cœur et le rein sur les différents mécanismes qui sont sollicités, qui mènent à des meilleurs bienfaits au niveau cardio-rénal. Puis, pour venir un peu à cette dernière slide qui est en fait en lien avec le cardiomyocyte, on voit que le récepteur NHE1, qui en fait, c'est un récepteur qui a un échange entre le sodium et les ions d'hydrogène, l'expression de ces canaux-là sont vraiment augmentées dans l'insuffisance cardiaque et dans le diabète de type 2. Puis ça, quand on augmente le sodium intracellulaire du cardiomyocyte, ça mène aussi à une augmentation du calcium via différents mécanismes qui mènent finalement à une réduction de l'ATP au niveau du cardiomyocyte. On comprend aussi que les inhibiteurs de la GT2 jouent directement sur ces canaux-là et qui mènent à une réduction de l'accumulation de calcium dans les cellules. Puis ça, justement, on le sait par différents mécanismes qu'on sait qu'une toxicité intracellulaire du calcium mène à des moins bas outcomes en lien avec l'insuffisance cardiaque, essentiellement mène à une meilleure physiologie cardiaque potentiellement qui est la cause ou l'explication. Donc, comment qu'on identifie les bons patients pour l'utilisation, par exemple, de ces agents-là avec les données qu'on a? Donc, si on compare l'étude Emperor Preserved ou Deliver, on a des patients classe 2 à 4, fraction d'injection plus que 40%, avec des BNP plus de 300. Ici, on décrit des BNP qui étaient élevés, mais quand on regarde dans les analyses, vraiment c'est-à-dire les détails de l'étude, les critères d'inclusion, en fait, ce que ça voulait dire dans l'étude, c'est plus que 300. Les anomalies structurelles à l'écho étaient nécessaires pour être inclus dans l'étude, notamment l'oreille gauche dilatée ou l'hypertrophie ventriculaire gauche. Même chose au niveau de l'étude Deliver, donc oreille gauche dilatée ou paroi du septum plus que 11 mm, ou de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque ici. Et les exclusions, mais c'est les exclusions on peut s'attendre. Mais pour moi, ici, maintenant, je veux dire, basé sur ces données-là et l'expérience, l'insuffisance cardiaque aiguë décompensée, pour moi, c'est pas une raison de ne pas traiter un patient sous peu, du moins, avec un inhibiteur de la GLT2. Donc, c'est des éléments relativement pas surprenants pour les exclusions. Donc, il y en a plutôt moins que beaucoup d'exclusions là, dans l'étude. Donc, quelles sont les implications potentielles, selon moi, de ces résultats-là?
c'est sûr que pour moi, ça va changer un peu l'algorithme de traitement de l'insuffisance cardiaque au moment du diagnostic. Donc, quand on a un patient qui se présente avec des symptômes compatibles avec l'insuffisance cardiaque puis une élévation de BNP, on pourrait initier d'abord et avant tout, même avant d'obtenir l'évaluation échocardiographique, un inhibiteur de la GLT2 pour déjà mettre un peu des mécanismes qui sont au-delà d'un diurétique pour le traitement. Parce que si, effectivement, qu'on a une fraction d'éjection plus que 40%, puis on risque d'avoir des anomalies structurelles à l'écho, mais ce traitement-là est approprié, pourrait toujours être cessé si finalement on découvre une pathologie comme une régurgitation mitrale sévère ou d'autres choses de même. Mais si on a un stéthoscope bien aiguisé, c'est sûr, c'est peut-être des choses qu'on pourra ramasser quand on va faire l'anamnèse initiale. Et si finalement la fraction d'éjection est moins 40%, ben l'inhibiteur de la GLT2 est tout à fait approprié. Et là, à ce moment-là, on rajoute les autres agents de base pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc, ça change un petit peu le paradoxe où, en fait, peut-être qu'on finissait avec les inhibiteurs de la GLT2 dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, mais là, peut-être, il faudra commencer à se reposer la question de dire, est-ce que c'est peut-être même l'agent qu'on pourrait peut-être initier parmi les premiers, même avant d'avoir un écho cardiaque, parce qu'on sait que c'est sécuritaire dans la phase aiguë, puis c'est même le bénéfice survient précocement, tel qu'on l'avait vu dans l'une ou l'autre des études. Les autres implications cliniques potentielles de ces données-là, ben c'est en fait les patients qui avaient une fraction d'éjection abaissée, qui avaient ces trois agents-là, qui avaient une fraction d'éjection qui s'est améliorée sous ces traitements-là. Mais si le patient demeure avec des BNP relativement élevés, donc et une classe fonctionnelle 2 à 4, cet agent-là pourrait être indiqué et mener à des meilleures issues cliniques. Donc ça, c'est des patients qui peut-être n'ont pas bénéficié de ces agents-là au moment où le traitement avait été initié, soit que ça fait quelques années, puis les inhibiteurs de la GT2 étaient moins populaires. Ben, je pense que c'est peut-être une occasion maintenant pour les réintroduire pour que leur trajectoire à long terme soit peut-être favorable. Donc, les points clés, puis je pense que c'est ma dernière slide. Donc, l'insuffisance cardiaque, c'est un syndrome clinique, peu importe, puis il s'agit d'un continuum de la même maladie entre une dilatation du ventricule gauche et une fraction d'éjection abaissée et un remodelage du ventricule gauche puis une fraction d'éjection normale. Puis la prévalence est en augmentation au Canada. Puis en fait, c'est une des seules conditions cardiovasculaires qui est de façon franchement en augmentation. C'est une maladie qui est mortelle même quand la fraction d'éjection est abaissée, c'est-à-dire est préservée. On devrait voir un rôle croissant du BNP, pas juste dans les phases aiguës, mais aussi dans les phases ambulatoires pour reconnaître le diagnostic d'insuffisance cardiaque quand le patient vient vous voir pour de la dyspnée et va être utile pour guider le traitement parce que ça peut rendre éligible, par exemple, avec les inhibiteurs de la GLT2 pour le traitement. L'échocardiogramme est central, bien entendu, soit pour voir si la fraction d'éjection est abaissée, mais aussi les anomalies structurelles pour guider le pronostic du patient, puis les investigations subséquentes, puis les inhibiteurs de la GT2, bien entendu, selon moi, un rôle croissant dans l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est le seul traitement démontré efficace à réduire les issues combinées d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et mortalité cardiovasculaire en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Je pense que la plupart des gens s'entendent à dire que leur utilisation est davantage facile et sécuritaire que difficile. Puis je dirais même encore mieux chez les non-diabétiques. C'est encore probablement plus facile à utiliser. Et évidemment, c'est une question d'avoir accès aux médicaments puis d'avoir la couverture. Mais bien entendu, je pense que c'est relativement facile son utilisation. Puis je pense qu'il faut que ces agents-là soient davantage utilisés en médecine de première ligne, par la première ligne, c'est-à-dire les médecins généralistes, et aussi en première ligne de traitement dans tous les contextes d'insuffisance cardiaque, parce que ça répond à plusieurs différents scénarios cliniques. Alors voilà, je pense que ça fait le tour de ma présentation et je pense qu'on pourrait passer à la période de questions. Merci beaucoup, Dr. Cormier, pour cette présentation. Je vais essayer de faire un petit peu là, de tri au niveau des différentes questions qu'on a. Oui. Il y a plusieurs participants qui se demandent la différence entre le pro-BNP et le BNP au niveau clinique. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça, là, une différence entre les deux? Oui, donc essentiellement, je vais dire deux choses. Il n'y a aucune donnée qui suggère
que l'un est supérieur par rapport à l'autre en clinique. Ce qu'on sait, c'est que, par exemple, dans l'utilisation du sacubitril/valsartan, donc de l'Entresto, le but de l'Entresto, le but du sacubitril spécifiquement, c'est d'augmenter les taux de BNP. On sait que d'avoir un BNP élevé, c'est néfaste, mais en fait, c'est un mécanisme qui est bénéfique à la longue. Donc, le but du sacubitril/valsartan, c'est d'augmenter le taux de BNP. Cela dit, le NT-proBNP, lui, ne va pas augmenter avec l'utilisation de l'Entresto, alors que le taux de BNP, lui, va augmenter au début. Donc, ça a été une rationnelle pourquoi il y a plusieurs laboratoires qui transitionnent vers le NT-proBNP en partie. L'autre raison, c'est parce que c'est des raisons commerciales. Il y en a qui disent, bon, la demi-vie est un petit peu plus courte, alors intéressant, mais il n'y a pas vraiment clairement de bénéfice de un par rapport à l'autre. L'autre chose que je dois dire, c'est qu'il n'y a pas de facteur de conversion qu'on peut dire de façon claire entre le BNP et l'NT-proBNP. Grosso modo, je pense que je l'ai peut-être mis dans une des slides un peu plus tôt, mais le facteur de conversion est à peu près de 3 fois aussi. Mais ça dépend de ton... Puis ça, c'est plus chez des patients en phase chronique où il y a peu de changements de jour à jour. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de facteur de conversion de l'un par rapport à l'autre, malheureusement. Et si on veut être puriste, utiliser ces nouveaux agents-là, ça va prendre un NT-proBNP. Si on veut vraiment voir, on a les critères d'inclusion pour ces agents-là. Moi, je vais vous dire que pas juste basé de là-dessus, mais dans mon centre hospitalier, je suis en train de faire changer le BNP pour du NT-proBNP pour différentes raisons. Non pas parce que je pense que c'est meilleur. Oui, le désavantage, c'est que tout le monde va être mêlé puis va devoir réapprendre un nouvel résultat de laboratoire. Mais je pense que c'est vers là, tranquillement, qu'il y a une transition. Donc voilà, c'est la meilleure réponse que je peux donner à cette question, qui est très bonne d'ailleurs. Parfait. Il y a des questions ici au niveau de... Vous en avez un petit peu parlé dans votre présentation à la fin, où l'introduire dans l'algorithme de traitement pour les patients insuffisants cardiaques. Il y a des gens qui se demandent, est-ce qu'on devrait l'introduire au début? Est-ce que les données cliniques seraient aussi intéressantes si on l'utilise chez un patient en premier? Parce que là, dans les études que vous avez montrées, il a été utilisé comme en surplus des autres molécules. Qu'est-ce que vous en pensez là? On devrait le mettre où? Donc, je pense qu'en insuffisance cardiaque à fraction d'injection a baissé. Mettons qu'on parle de ce scénario-là, c'est différent que dans l'autre. Mm-hmm. Dans la fraction d'injection abaissée, maintenant, les guidelines canadiens ont été davantage précisés que la vieille façon de faire qui était de commencer un ISCA, maximiser l'ISCA, ensuite commencer bêta-bloqueur, maximiser bêta-bloqueur, commencer l'aspironolactone, le maximiser et ensuite arriver aux autres agents. Ça, c'est une façon de faire qui est désuète. OK? Je pense que ce qui est davantage préconisé maintenant, c'est commencer un peu de tout. Au début, autant que possible. Puis là, maintenant, moi, je vais dire, c'est mon opinion. Moi, j'ai 2 points de vue là-dessus. Si vous êtes pas certain lequel commencer, puis vous en choisissez un des 4, je pense que déjà là, c'est excellent. OK? Vous faites déjà très bien parce que l'inertie thérapeutique est davantage vue que de commencer quelque chose. Moi, personnellement, la façon dont je le vois, c'est que je vais jouer d'abord sur les mécanismes qui sont peut-être les plus, marquants chez le patient. Je vais donner un exemple. J'ai un patient qui se présente avec une fraction d'injection à 25% puis qui est extrêmement tachycarde. Je vais peut-être commencer les bêta-bloqueurs plus tôt que plus tard. Probablement, je vais lui donner quelque chose. Ça, bien entendu, ça, c'est quelqu'un qui est compensé. Et ensuite, je vais introduire les autres agents, etc., etc. Alors que, par exemple, si j'ai un patient qui se présente avec de l'hypervolémie, pour dire quelque chose, ben je vais peut-être favoriser, par exemple, le spironolactone qui va avoir un effet diurétique. Puis ça, tu sais, puis probablement l'Entresto qui aussi aide avec la gestion de la volémie.
Ça, vous allez me dire, c'est pas basé sur la science. Je suis d'accord avec vous. C'est mon opinion, c'est mon choix. Mais je pense que si vous choisissez n'importe quoi, je pense que c'est bon. Mais je pense que l'ère de commencer les imitaires de la GLT2 à la fin, je pense que ça, c'est révolu. C'est ce que nos guidelines canadiens suggèrent. Et puis, l'introduction des imitaires de la GLT2 étant tellement facile, selon moi, surtout quand les patients sont pleins, c'est-à-dire qu'ils sont plus hypervolémiques, que je pense que leur rôle dans les phases initiales des traitements ou les premiers traitements d'insuffisance cardiaque, je pense que ça va aller de plus en plus grandissant. Surtout que, comme j'ai dit, même qu'on peut commencer ça chez un patient qui a de l'insuffisance cardiaque qui se présente à l'urgence. Puis je vais donner l'exemple que j'ai eu il y a 2 semaines. J'ai un patient qui a été hospitalisé pour de l'insuffisance cardiaque il y a 1 mois et qui s'est représenté, en fait, avec une franc-injection préservée, qui s'est représenté à peu près 1 semaine plus tard, mais vraiment, il n'y a rien qui s'était passé. Il a été congédié de l'hôpital pendant 3 jours, puis il est revenu. Je me suis dit, mais là, il y a peut-être de quoi qui s'est passé entre-temps. So, en attendant d'avoir un autre écho, parce que je trouvais ça extrêmement bizarre, j'ai dit, je vais commencer un traitement, puis je vais choisir celui-là qui va fonctionner dans les deux, c'est-à-dire un inhibiteur de la GLT2. Puis là, j'ai vu à l'écho, fait 2 jours plus tard, que finalement, la franc-injection demeure préservée, donc il est parti avec son traitement. Donc, je pense que l'utilisation, cette approche-là va devenir de plus en plus prévalente maintenant qu'on a ces données-là. Je vois le rôle plus précoce des inhibiteurs de la GLT2. Puis on le voit dans toutes les différentes études, soit avec l'utilisation du sacubitril, valsartan ou l'Entresto, soit avec, par exemple, l'ivabradine même, on le voit avec les inhibiteurs de la GLT2 à franc-injection baissée. L'effet est très précoce, puis je pense qu'il ne faut pas nécessairement attendre parce que les patients vont être réhospitalisés. Merci. J'ai plusieurs participants ici qui me parlent de la place du spironolactone dans le traitement de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée. Il y en a qui me demandent, est-ce que vous êtes favorable à cette molécule-là? Est-ce que c'est une molécule qu'on devrait combiner avec les nouvelles données que l'on a maintenant ce soir avec les inhibiteurs de la GLT2? Quelle est votre position par rapport à la spironolactone? Donc, effectivement, il y avait un sous-groupe de l'étude avec la spironolactone en franc-injection préservée. En fait, c'était le sous-groupe où la franc-injection était comme intermédiaire, donc 40 à 50 où il semblait avoir un signal de bénéfice. Donc l'étude globale était, je vais dire, d'utiliser le mot négative, mais ce sous-groupe-là semblait avoir un signal où c'était bénéfique. Je pense que quand on a des patients qui se présentent avec de l'hypervolémie, où c'est un symptôme vraiment prédominant, où on a des doses de diurétiques qui vont de façon croissante, je pense que l'utilisation de cet agent-là est extrêmement appropriée. Si ce n'est pas pour gérer le potassium et gérer la volémie, puis potentiellement que oui, ça va réduire l'issue, surtout si la franc-injection est comme intermédiaire. Donc, moi, je vois aucunement un problème de la combinaison des deux. Puis d'ailleurs, dans les 2 études, il y avait une proportion de patients qui était non négligeable qui utilisaient ces agents-là. Donc, moi, je vois l'utilisation de la spironolactone dans l'insuffisance cardiaque à franc-injection préservée, probablement même davantage aux autres agents, de par le fait que ça peut potentialiser l'effet diurétique et surtout aider à gérer la kaliémie, surtout qu'on a des doses de diurétiques un peu plus élevées, puis potentiellement réduire l'issue. Donc moi, oui, j'en suis favorable, mais probablement chez des patients plutôt sélectionnés. Si on a l'exemple d'un patient qui se présente avec pas de gros signes congestifs, puis une franc-injection plus aux alentours de 60%, mais qui est essoufflé, qui est en FA, puis qui a un BNP très élevé, potentiellement, il faut peut-être se demander est-ce qu'on devrait garder ce patient-là en fibrillation auriculaire? Potentiellement que ça serait indiqué de le remettre en rythme sinusal, mais indépendamment de ça, si on veut sauter l'argument si c'est utile ou non, probablement que ça, c'est un patient justement que le rôle du spironolactone est peut-être moins grand, selon moi. Donc, ça va vraiment dépendre, selon moi, l'utilisation va dépendre un peu des caractéristiques de comment que le patient se présente lui-même. Voilà. Merci. J'ai
quelques questions ici là, de participants qui me demandent par rapport au volet en gériatrie. Ouais. Là, la gériatrie, ici, j'ai un médecin qui dit, bon, en haut de 80, un autre en haut de 90. Donc, est-ce qu'il y a des données chez les patients très âgés ou, en tout cas, tout le moins en haut de 80? Donc, il y a quand même une certaine proportion de patients dans ces études-là qui avaient des fractionjections, c'est-à-dire qui avaient au-delà de 80 ans. Je veux dire, je pense qu'on a vu le signal de risque d'hypotension puis de syncope. Les personnes âgées sont très hétérogènes. Puis je pense que vous allez tous être d'accord de dire que autant on a des personnes de 85 ans qui sont en une extrêmement grande forme, qui ont une bonne capacité à l'effort, qui sont pas frêles, autant qu'on a des 75 ans qui ont un index de fragilité qui laisse à désirer. Donc, je pense que ça va vraiment dépendre du patient. Je pense que les personnes qui ont un index de fragilité, selon moi, qui est plus augmenté, c'est là où il faut être plus prudent. Oui, on a des données. Maintenant, j'ai pas l'analyse de sous-groupe, puis je pense qu'il y en a peut-être eu, mais je le connais. Oui, en fait, je sais qu'il y en a eu avec l'empagliflozine. Je l'ai pas présenté, je l'ai pas comme slide en backup. Mais je peux dire que je me souviens d'avoir vu les slides où il n'y avait pas de signal. Mais c'est sûr que faut aussi faire attention. Les personnes de 80 ans et plus, potentiellement, qui ont été inclus dans ces études-là, généralement, c'est pas des patients relativement frêles. Donc, je suis pas sûr à quel point ça représente la vraie vie, mais encore une fois, l'hétérogénéité de ce qu'est les personnes âgées. Ça, c'est mon opinion, mais je trouve que les inhibiteurs de la GLT2 sont davantage bien tolérés, selon moi, plus que d'autres agents, notamment la spironolactone, qui est très hypotensive. Je veux dire, les néphrologues vont nous le dire, quand on a vraiment de la misère à contrôler de l'hypertension, un des agents sur lesquels on s'arrête, c'est la spironolactone, parce que ça baisse la pression artérielle. Donc, s'il y a un agent que je pense qui potentiellement peut mener à des, je ne veux pas dire des complications, mais des moins bonnes tolérances, c'est peut-être la spironolactone, surtout à des doses plus élevées. Donc, voilà, je pense que c'est une question du patient que l'on a devant nous, d'évaluer ces éléments-là, de fragilité, beaucoup qui sont peut-être centrales, puis je pense qu'ils sont pas assez utilisés en clinique réelle, avec des index faciles à utiliser. Je sais que ça existe, mais on l'utilise peut-être pas assez pour essayer de guider nos traitements, puis c'est peut-être pas assez bien intégré dans nos guidelines, alors que je pense que ça devrait l'être. Pas juste pour l'insuffisance cardiaque, pour tout. Non, vous avez tout à fait raison. Effectivement, là, c'est quelque chose que souvent on néglige dans l'évaluation de nos patients. J'ai plusieurs questions ici sur vous avez mentionné tantôt qu'il y a maintenant l'indication de ces molécules-là dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, globalement. Qu'en est-il de la codification ou la couverture avec la régie? Je ne sais pas si vous êtes au courant par rapport au Québec, là, ce qu'il y en est. Ben oui, en fait, je me suis informé. Bien entendu, je ne pratique pas au Québec, mais donc, je veux dire, actuellement, ce n'est pas couvert pour l'insuffisance cardiaque à fractionation préservée. Donc je le sais au moins que le dapagliflozine est couvert chez les non-diabétiques avec fractionation baissée. L'empagliflozine, je n'en suis pas certain si c'est l'est encore. Je pense que soit ça l'était sur la voie de l'être ou que ce l'est déjà. Selon moi, ça va l'être. C'est sur un pied relativement d'égalité, selon moi. Mais somme toute, du moins la dapagliflozine pour fractionation baissée, ce l'est. Maintenant, en insuffisance cardiaque à fractionation préservée, ce l'est pas encore. Peut-être que ça pourrait se faire avec un patient d'exception, donc un patient qui se présente puis qui a tous les critères. Puis surtout, là, je pense que les gens chez qui on va commencer à utiliser ça quelque part. Puis c'est que prendre lesquels des patients qu'on va commencer, c'est ceux qui ont des réhospitalisations pour l'insuffisance cardiaque. Ça va probablement peut-être moins les patients qui sont ambulatoires, qui ont de la dyspnée, mais d'abord ceux-là qui se présentent à l'hôpital. Donc, je pense que chez ceux-là, il y a peut-être que la RAMQ sera beaucoup plus sensible à cet argument-là où ça réduit la réhospitalisation pour l'insuffisance cardiaque. On sait que
Une hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque, c'est 1000 pièces par jour, donc c'est pas négligeable. C'est la deuxième cause d'hospitalisation au Canada, en excluant les grossesses, etc. Là, mais je veux dire, avec la MPOC, c'est très prévalent et ça représente 50% des hospitalisations et on n'a rien d'autre. Donc, je pense que éventuellement la RAMQ va être sensible à ça si c'est mis comme patient d'exception. On va voir si ça va être devenu un médicament d'exception ou si ça va être carrément un code, là. Mais actuellement, ce ne l'est pas. Moi, je veux dire, moi, j'utilise souvent l'argument du diabétique. Donc, il y a pas loin de 50% des patients qui ont de l'insuffisance cardiaque à fracture préservée. Sinon, au mieux, 30%, mais pas loin de 50% qui sont diabétiques. Et je vais utiliser ça pour l'initier. Je vais carrément des fois arrêter certains médicaments pour faire de la place pour cet agent-là s'il y a une question de soit d'HbA1c ou donc je l'ai utilisé. Puis un des exemples les plus flagrants que j'ai eu, ça a été même avant la publication de ces données-là, où on savait qu'il y avait un signal pour la réduction de l'insuffisance cardiaque. J'avais une dame donc, on va rire là, parce qu'on vient de parler des personnes âgées de 93 ans qui habitait d'un foyer puis qui était extrêmement malheureuse parce que elle fonctionnait plus. Elle avait les chevilles ensevelies dans l'édème inférieur. Puis, elle était extrêmement essoufflée. Puis, elle avait une régurgitation tricuspidienne assez significative, déjà des bonnes doses de diurétiques, puis elle était légèrement diabétique. J'ai dit, garde, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. J'ai pas 1000 options. J'ai dit, on va l'essayer. On va l'essayer, puis je veux dire, ça a été... c'est une anecdote, là, qu'il faut pas... mais juste cet agent-là, j'ai utilisé de la dapagliflozine dans son cas. En fait, ça a beaucoup aidé la régression des édèmes. Elle a commencé à revoir ses chevilles, puis elle se promenait dans son foyer de soins où elle était relativement autonome, mais fonctionnait pas très bien. Puis là, maintenant, je veux dire, c'est au moins 3 ans plus tard, puis elle va encore à son chalet les étés, etc. Donc, c'est des agents qui sont plutôt bien tolérés, qui peuvent aider à gérer la volémie. Puis sa régurgitation tricuspidienne à cette dame-là, par hasard, avec la réduction de la volémie qui était sévère, a disparu, qui est une régurgitation tricuspidienne légère. Donc, on va tous avoir des anecdotes, là. Mais je pense que chez les diabétiques, on peut faire une place pour ces agents-là en éliminant d'autres agents ou en disant, OK, mais t'es diabétique, la glyquée pas parfaite, on va utiliser cet argument-là pour l'initier, là.